Au Congo, par exemple, moi je vais vous dire, le génocide du Poul, par exemple, il y a véritablement eu un génocide. Mais qui a bloqué ce génocide-là? Qui a bloqué la procédure? Mais c'est la France qui a, avec son veto, qui a bloqué cette procédure. Sinon, le crime contre l'humanité et le crime du génocide étaient là. Donc, il y a des rapports qu'il faut bien comprendre et que l'assassinat d'un individu ou de quelques individus par-ci par-là, ça ne fait pas le crime contre l'humanité. Ça fait des assassinats, des meurtres. Et donc, les populations, les parents ou les parents qui sont victimes de ces crimes-là ont le droit de déposer plainte. Oui, mais pardon, maître, est-ce qu'à partir des rapports rédigés par des ONG, on ne peut pas se constituer? Non, à partir de rapports rédigés par les ONG, ce qui se passe, c'est que ces rapports-là font office d'information qu'on peut donner, donc on peut envoyer aux Nations Unies. Si les Nations Unies veulent bien enquêter là-dessus, il envoie à la CPI, effectivement. Et la CPI met en place sa procédure. Mais ce n'est pas des plaintes, ça, ce n'est pas des plaintes, c'est des informations qu'on donne pour que les Nations Unies et éventuellement les Nations Unies, ensuite donc la CPI, puissent enquêter sur ce qui se passe, comme ce qui se passe à l'est de la RDC. Oui, à l'est de la RDC, mais aussi dans le Pool, et ça, certainement, beaucoup ne le savent pas. À l'instant où nous sommes en train de réaliser cette émission, Mindouli est assiégé par la DGSP et on ne le dit pas ouvertement. Curieusement, il n'y a aucune information officielle. Et il y a aussi Mayama et Missafou. Les gens presque arrêté de vivre parce que beaucoup ont quitté ces villages et se sont retrouvés à Louoji. Et on nous parle d'ailleurs des enfants plus d'une centaine d'enfants, des élèves qui sont manquants dans des écoles de ces villages. Et donc, là-bas, il n'y a plus la vie. Voilà, la DGSP a assiégé ces zones et, en fait, empêche les populations de vivre. On y reviendra un autre jour sur, évidemment, ce volet. Nous attendons quelques informations par nos correspondants qui mènent ces enquêtes. Je vais vous faire réagir sur un article, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire l'article de Serge Armand Zanzal, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui circule encore, je crois, sur la toile, intitulé «L'ACPI en solde privé quand les dossiers voyagent plus que les victimes». Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de cet article. En fait, c'est un article qui revient sur les disparus de Beach, de Brazzaville, un procès bien connu de tous les Congolais qui avait commencé d'ailleurs au Congo. Tout le monde avait vu comment ce procès a été boycotté. On a condamné l'État sans les coupables. Procès relancé donc à Paris. La France, la justice, il faut le dire comme ça, française, jouit donc de la compétence universelle. Et très curieusement, dans cet article, il est cité des avocats. Bon, on parle des avocats qui se seraient donc saisis de ces dossiers de crimes contre l'humanité, mais le nom qui est expressément cité, c'est le vôtre, Maître Ganga. C'est-à-dire que vous auriez troqué, si permettez-moi le terme, marchandé ces dossiers avec les pétrodollars de Mpila. Monsieur Perrin, avant que je ne réponde à cela, permettez-moi de rendre toute ma reconnaissance, parce que j'ai eu des coups de fil de partout. Et je puis vous dire que l'empathie dont ils ont fait montre à mon égard m'a convaincu de ce que finalement, Monsieur Perrin, les communications que nous faisons, finalement, sont convaincantes. Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre sur R7 avec moi. Sur ce plateau, Maître Amédée Ganga, avocat au barreau de Paris, président de l'Association congolaise de refus des crimes et des injustices au Congo. Au cœur de cet échange, l'opération de démolition des parcelles et des maisons menée à Mpila, dans la capitale congolaise à Brazzaville, par les forces de l'ordre. Une opération qui suscite des tensions entre les riverains expropriés et les autorités gouvernementales. Certains riverains victimes de cette opération dénoncent
des démolitions forcées sans indemnisation adéquate et préalable. J'insiste sur ces adjectifs, sans indemnisation adéquate et préalable. Je vous propose de suivre d'abord ce reportage de TV5 sur le sujet. On revient sur le plateau. Suivez. Des gravats de maisons qui jonchent le sol et des affaires personnelles entassées dans la poussière, tandis que les bulldozers détruisent les dernières habitations encore debout. À Mpila, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, les autorités congolaises ont lancé une vaste opération de déguerpissement. À 80 ans, Thomas Ngompali vient de voir démolir la maison dans laquelle il a vécu toute sa vie. Ça m'a fait très mal. On est venu m'annoncer que je devais quitter ma maison, alors que je n'ai jamais reçu les frais d'indemnisation. Aujourd'hui, on me demande de laisser ce terrain, alors que toutes mes affaires sont encore à l'intérieur. Ça peut provoquer une grande émotion et me tuer si la tension augmente. 420 familles sont concernées par cette opération d'expropriation. Malgré des indemnités financières et plusieurs mises en demeure des autorités, beaucoup, tout comme Thomas et sa famille, ont refusé de partir. Alors, l'État a décidé de recourir à la force publique pour déloger les derniers occupants. Une grande majorité a trouvé refuge à la paroisse du quartier, non loin de là. Les gens sont arrivés d'abord pour préserver leurs biens. Ceux qui avaient leurs voitures, leurs meubles, sont venus les placer ici. Ceux qui avaient leurs tentes ont passé la nuit à la Belle Étoile. Maintenant, ceux qui n'avaient pas de tentes, nous avons l'hangar de l'autre côté là-bas. Ils étaient là-bas. Cette mesure de déguerpissement s'inscrit dans un vaste programme de désengorgement de la circulation dans la capitale, notamment afin d'améliorer l'accès au port secondaire de Yoro. Les autorités l'assurent, il s'agit d'un projet d'utilité publique et tout se serait fait dans les règles. Les indemnisations ont été faites. S'il reste peut-être une dizaine, une douzaine de personnes qui ne souhaitaient pas récupérer leur argent, mais je leur dis simplement que ces sommes sont disponibles à la Banque Postale. Ils remplissent toutes les conditions, ils vont toucher leur argent. Certains habitants ont cependant dénoncé des montants insuffisants par rapport aux valeurs de leurs biens. Le quartier Mpila est tristement connu pour les explosions du dépôt de munitions en 2012 qui avait transformé la zone en quartier fantôme pendant plusieurs années. Voilà. Maître Abedeganga, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrin. Comment allez-vous? Très bien. Et vous-même, comment vous allez? Ça va, ça va. En tout cas, mes salutations à l'auditoire qui va nous suivre pour cette énième intervention dans vos médias et je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Maître Amédée Nganga, et merci d'être avec nous sur R7. Le gouvernement, par la voix de Jean-Pierre Tister Chikaya, affirme qu'une indemnisation juste et préalable, je reprends, indemnisation juste et préalable, a été faite, interpellant dans le même temps, et c'est là où ça devient curieux, ceux qui n'ont pas encore reçu leur compensation de se rendre à la banque postale pour être payés. Un discours, maître, qui me semble, moi, contradictoire. On procède donc à la destruction des parcelles et des maisons, puis, dans le même temps, on demande à certains riverains qui n'ont pas encore perçu leur indemnité d'aller chercher leur argent après coup. C'est entendable, ça? Monsieur Perrin, merci de me donner l'occasion d'intervenir à nouveau sur ce dossier qui est triste pour les Congolais et pour ces personnes, toutes ces personnes qui ne sont pas protégées. Monsieur Perrin, il y a peu, un soi-disant président avait prêté serment. Et vous savez que dans la Constitution de 92, reprise par les autres chiffons de Constitution, le droit de propriété est un droit absolu. C'est un droit absolu, monsieur Perrin. Donc, au même titre que la vie est sacrée, la propriété l'est aussi. Ce qui veut dire, et ce n'est pas innocent que lorsqu'on veut exproprier, qu'il soit indiqué au préalable. On dit bien au préalable. Parce que même lorsque vous voulez entamer la procédure d'expropriation, des procédures administratives et même des procès administratifs devant les juridictions administratives peuvent s'ouvrir aussi longtemps que
le propriétaire ou les propriétaires ne sont pas tombés d'accord sur le montant d'expropriation. Eh bien, c'est aussi longtemps que vous ne pouvez pas entrevoir d'aller casser les maisons des gens. Mais en réalité, M. Perrin, ça cache quoi cette affaire encore? Vous vous rappelez, vous vous souviendrez, M. Perrin, que M. Sassou, alors qu'il envisageait d'éliminer un agent ou un membre vraiment de son gouvernement, ou celui en tout cas qui a été avec lui, le colonel Marcel Sourou, il a fait exploser, vous le savez bien, les camps de Mpila. Et il y a eu beaucoup de morts et plein de gens ont perdu leurs biens. Monsieur Perrin, à ce jour, Sassou peut vous dire si ces gens-là ont été indemnisés? Donc, puisqu'on les voit encore, on les voit encore manifester de temps à autre. Ça veut dire qu'ils déjà même la procédure qui a conduit, parce que là, ce n'est pas de l'expropriation, M. Perrin, c'est Sassou qui a dynamité les camps de Mpila. Donc, les gens ont perdu leurs biens. Ont-ils été indemnisés à ce jour? Non. Or, apparemment, ces mêmes personnes se sont réfugiées aux endroits que vous indiquez. Aux endroits qu'on est en train de démolir, évidemment. Il y a d'autres riverains qui viennent, évidemment, donc qui étaient victimes d'abord des déflagrations de Mpila, donc les casernes voilà, de Mpila, qui sont allés finalement reconstruire de l'autre côté du quartier et qui aujourd'hui, finalement, donc doublement touchés ou doublement victimes. Nous sommes patients. Depuis 4 mars, et quoi? Ça fait 12 ans, 13 ans. Nous, on continue d'attendre. On continue sur ma commission. Et il y a ma commission. Il n'y avait pas que le ministère de ma bien. Parce qu'on a compris que, et comme il est Camboya, expropriation. Mais expropriation, terrain d'abus est allé déjà la valeur. Il y a terrain vidité, terrain d'abus avec la bande. Et Bobo, nous sommes victimes du 4 mars. Nous avons abusé le boucan l'État. L'État n'a pas sur la commande qu'on a abusé à expropriation. Donc il a abusé nasi. Bon, expropriation, on a attendu. Il y aura dialogue entre les propriétaires et l'État. Parce qu'on va poser des questions. On a battu tout. L'État a l'accès sur le terrain, à exproprier. Ils sont quoi? On a fait tout assez. Mais comme il est là, tout le monde a tongo, expropriation. Expropriation, il va passer un bon à ma belle. On a besoin de quoi ça va naître. Donc vous voyez, M. Perrin, en fait, la vraie problématique qui se pose, pourquoi tant d'injustice, pourquoi tant de souffrance, pourquoi tant d'humiliation à ce peuple? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce peuple, à un moment, il veut recouvrer la paix, juste au moment où il semble faire passer l'orage, et bien voilà, ça reprend. Est-ce que vous êtes certain que M. Sassou est là pour garantir la propriété de ces gens-là? Mais comme je disais tout à l'heure, M. Perrin, le vrai problème qui se pose et que le peuple doit savoir, et je n'arrêterai jamais de le dire, il a prêté serment de garantir la Constitution. M. Perrin, un criminel peut garantir la loi? Or, on se retrouve, et c'est ça l'explication de tout ce qui va être, que nous allons dire aujourd'hui. Il se trouve que la loi est en prison et le crime est en liberté. Voilà ce qu'est notre peuple aujourd'hui, M. Perrin. Un criminel qui prête serment pour vous garantir le respect de la loi. Alors qu'en même temps, nous savons aujourd'hui que la loi est emprisonnée et le crime est
en liberté. Et c'est ça que vous voyez, Oui, mais M. Perrin. maître, généralement, lorsque vous dites un criminel et vous insistez là-dessus, nous avons des retours du genre, oui, mais attendez, c'est quand même un chef d'État, vous ne pouvez pas parler de lui comme ça. Ils sont nombreux à faire ce retour. M. Perrin, il vient de le dire à vous, pourquoi il vient de le dire pas à Maître Ganga? Mm. Je n'ai pas déjà demandé plusieurs débats. Non, M. Perrin, soyons d'accord. Hein? Est-ce que à ce jour, dans vos émissions, dans les communications que nous faisons, ai-je jamais demandé que les gens viennent débattre avec moi, qu'ils viennent démontrer que Sassou n'est pas un criminel? Si, plusieurs fois, vous l'avez fait. Je redemande encore, si M. Sassou n'est pas un criminel, il n'y a pas très longtemps, il est passé dans des médias, non? Qu'il demande un débat avec Maître Ganga, lui en train de démontrer qu'il n'est pas un criminel, et Maître Ganga en train de lui démontrer que c'est un criminel. Je pense que ça permettra au peuple de voir. Mais je vais vous dire déjà, M. Perrin, j'ai l'avantage sur Sassou, c'est que moi j'ai déposé plainte contre lui. Et rappelez-vous la dernière communication, M. Perrin. Il s'est présenté devant la cour constitutionnelle, non? Mais alors, le plus simple, M. Perrin, ce n'est pas de se présenter devant les juridictions judiciaires pour répondre des accusations dont on lui fait porter aussi bien sur l'assassinat de Marien Ngouabi que sur les explosions de Mpila, par exemple, où une plainte a été déposée contre lui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, c'est même le moment plus que jamais de faire la démonstration que les expropriations actuelles n'ont pas pour fil conducteur en réalité les explosions de Mpila? Or, imaginez un seul instant, M. Perrin, les victimes des explosions de Mpila n'ont pas été indemnisées à ce jour. Je vous le dis qu'ils n'ont jamais été indemnisés. Et ils ne peuvent pas l'être pour la simple raison que vous ne pouvez pas indemniser des gens alors qu'il y a eu mort d'homme et qu'il n'y a aucun procès aujourd'hui qui est ouvert sur ça. Comment voulez-vous qu'on indemnise des gens dont le bilan n'a pas encore été fait, aussi bien pour les morts sur les morts que sur les biens perdus, les biens matériels? Mais comment expliquer cela, maître, pardon, alors que je crois que la zone a été reconstruite? C'est ce que je Raison de plus, M. Perrin. Posez la question à ce gouvernement. À quel titre ils ont construit sur cette zone-là, alors qu'il y a eu des morts et qu'à ce jour, je le répète, aucun procès n'a jamais eu lieu. Rappelez-vous encore, M. Perrin, que dans une des communications que nous avons eu à faire, j'avais demandé à ces populations-là et à ces populations de déposer des plaintes. Et qu'il est difficile d'indemniser, par exemple, prenons l'hypothèse, M. Perrin, entre quelqu'un qui avait une maison à 2 chambres, qu'il louait, et une autre maison et une autre personne qui avait une grande parcelle avec, je ne sais pas, des dimensions différentes. Vous allez les indemniser comment? Si vous n'avez pas des éléments probants qui vont être présentés devant les juridictions. C'est cela, M. Perrin. Voilà pourquoi, M. Perrin, et c'est fondamental, ce que je vais dire. Qui aujourd'hui peut se lever, M. Perrin, pour dire que M. Sassou ne doit pas répondre de ses crimes? Vous voyez encore, M. Perrin, là, je fais quelque chose, j'allais dire que je fais d'habitude quand même, hein, avec vous aujourd'hui. Qu'il y ait quelqu'un qui se lève, qui vienne devant vous, M. Perrin, demander à vous parler, pour dire qu'il veut rencontrer, il veut discuter avec Maître Ganga, et qu'il vienne faire la preuve, et qu'il vienne prouver qu'il est possible que M. Sassou ne réponde pas de ses crimes. Or, M. Perrin, je vais vous dire une chose. Le plus grand échec de l'élite du Congo, des cadres du Congo, du peuple congolais, c'est de ne pas un jour, ne pas juger M. Sassou. Je vous assure, le Congo ne se relèvera point. Et selon moi, M. Perrin, M. Sassou doit être arrêté. Je le répète encore, il doit être arrêté. Merci, maître. Alors, je reviens donc sur ces expropriations. Tout à l'heure, nous évoquions les déflagrations des dépôts d'armes de Mpila. C'était le 4 mars 2012. Et là, on nous parle d'une expropriation pour utilité publique, entre guillemets, et le projet serait la construction, je crois, d'infrastructures routières pour donner accès
au port de Yoro qui, je crois, a été vendu à un Marocain. Donc, c'est en fait un projet à capitaux étrangers 100%. Alors, on va chercher à savoir si euh, cet investisseur étranger a aussi acheté toute cette zone ou bien, puisqu'on avait déjà détruit les parcelles de Trouy dont on parlait là en 2012, est-ce que c'est l'extension de ce projet pour vouloir peut-être prendre toute la zone et puis en faire une zone privée comme ils sont en train de vouloir Monsieur Perrin, ça ne peut pas être autrement. Vous voyez bien que le cheminement part de l'explosion d'un pilat et on les suit là où ils sont partis, les pauvres, pour essayer de trouver abri, mais on les empêche encore et on va les... je ne sais même pas. Le terme exproprié, je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont partis prendre ça. Parce que pour exproprier, M. Perrin, Oui. il faut d'abord une indemnisation préalable et juste. Qu'il fasse la preuve, que l'administration fasse la preuve que ces personnes ont été convoquées en bonne et due forme, qu'ils ont eu des entretiens, qu'il y a eu des commissions qui ont siégé et qu'ils ont eu les accords des uns et des autres. Or, ce que je sais, M. Perrin, c'est que lorsqu'on fait l'expropriation, si elle n'est pas forcée, il y a des procédures administratives qui peuvent être longues. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'accepter l'expropriation. Et s'ils acceptent, mais le prix de l'expropriation peut ne pas être le même. Donc, vous voyez, donc ce qui veut dire qu'en réalité... En fait, pendant que vous allez avancer, maître, à quel moment on peut parler d'une expropriation forcée, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui décide du montant à payer à chaque exproprié, c'est ça? Sans même le consulter? Oui, exactement. Donc, ça devient de l'expropriation forcée, mais arbitraire en réalité. Arbitraire. Et dans le cas à ce moment-là, pardon, est-ce que le riverain peut refuser de partir? Le riverain, en fonction de l'ancienneté, en fonction, j'allais dire, de l'histoire, il peut toujours refuser, mais on ne peut le vaincre qu'à travers éventuellement une forte indemnisation. D'accord? Mais si l'État dit, bon, écoutez, vous, parce que là, c'est comme ça à peu près, vous n'avez pas de titre foncier, bon, écoutez, on vous donne 100 000. Ce n'est pas de l'indemnisation, ça. Donc, vous voyez, M. Perrin, non, aujourd'hui, je pense que quand on a le respect pour le peuple, peut-être que cette expropriation peut être utile, hein, mais dans les conditions actuelles, on ne peut que les considérer comme étant arbitraires, puisque ça part déjà des explosions du 4 mars. Est-ce que les explosions du 4 mars, les victimes ont-elles été indemnisées? Alors, oui, mais pardon, maître, quels sont les droits des expropriés qui ne sont peut-être pas d'accord de cette opération ou de la manière dont ils étaient traités? Est-ce qu'ils ont la possibilité de traduire, évidemment, le gouvernement Il n'y a pas le choix parce que l'État est responsable, effectivement. Il doit prendre des conseils, donc des avocats, pour pouvoir traduire l'État devant la justice. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'indigne dans ce pays, c'est le fait que chacun accepte la lésion de ses droits sans pour autant essayer la démarche juridictionnelle. Parce que les gens pensent que ce monsieur restera éternellement. Non. Introduisez des instances, introduisez vos actions en ayant tout ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, M. Perrin, la crainte, c'est quoi? C'est que, est-ce que ces expropriations ne font pas suite peut-être à des occupations anarchiques? Parce qu'ils peuvent prendre prétexte de ce que ce ne sont plus des occupations, j'allais dire, régulières et légales à la suite des explosions de Mpila. Parce que après l'explosion de Mpila, M. Perrin, toute cette population est partie s'abriter où? Est-ce qu'on a fait le suivi de toutes ces victimes-là? Où est-ce qu'ils sont partis? Et si on les retrouve dans les lieux que vous indiquez, par exemple, ils peuvent les considérer comme étant irrégulièrement lotis. Et donc, on peut, je ne dis même pas exproprier parce que ça ne correspond pas. Pour exproprier, il faut d'abord qu'il ait la propriété. Oui, mais parce que parmi les victimes, évidemment, il y a une dame qui a expliqué qu'elle est partie de
donc des explosions de Mpila, elle s'est installée là-bas, et là encore, on est en train de la chasser, il faut dire comme ça, de l'exproprier. J'utilise le terme exproprier, et ça c'est encore moi qui le dis, mais est-ce qu'elle a perçu vraiment le montant qu'il fallait? On va l'écouter et on revient sur le plateau. ekokoka même pas bamisu basomi badeni bamisu basoma pango bakoluka moyen tozwamboka 4 mars tobima ata lobi opesi tokokende na biso to bisusu na ntina tofanda na mpila wa te parce bane mingi tovandi 13 ans tovandi 13 ans tovandi tozwi mboko te bongo so tobimi tokozwa mboko biso tokofanda soko boma biso bomi biso tokofanda moto bakokufa te pesa biso mboko na biso papa opesa biso mboko na biso biso tokende pesa mboko na biso biso te tovandi atonda posaka tokende na biso so bobiso mboko lelo omonaka moto na moto akomokende tonga mboko akende. Voilà, maître, alors donc on peut retenir sur ce volet un défaut de procédure, c'est ça? Parce que tout à l'heure on a dit, évidemment, parce que c'est ça le problème en fait, il ressort que, après je peux me tromper, hein, mais moi je pense qu'il n'y a pas eu consentement au préalable. Et que c'est très probablement une expropriation forcée. Et vous disiez qu'ils ont la possibilité de poursuivre donc le gouvernement, non pas l'investisseur, c'est ça? Ah non, pas l'investisseur. Non, l'investisseur n'a rien à voir là-dedans. Hein. Mais l'investisseur, s'il est prudent, il peut se dire, ah, il y a encore des procédures, moi je ne m'y engage pas. Voilà pourquoi c'est important d'ailleurs qu'il fasse même la publicité sur ces procédures-là. Parce qu'il faut bien que l'investisseur se dise, ah ben écoutez, là où je vais investir, je n'ai pas envie d'ici 5-10 ans que je puisse avoir des problèmes. D'accord? Parce que vous verrez aussi en réalité que, alors il faut voir comment a été rédigée la convention d'investissement. Est-ce que c'est l'État qui indemnise ou bien c'est la société investisseur qui accepte d'indemniser? Ce qui veut dire que la société investisseur donne l'argent à l'État et vous êtes convaincu, M. Perrin, que l'argent, quand il va arriver entre les mains de l'État, ils peuvent aller indemniser, vous êtes sûr? Mais c'est tout le problème qui semble se poser aujourd'hui, puisque vous avez des riverains victimes de cette opération qui crient, hein, qui le disent d'ailleurs à visage à découvert, qui n'ont rien reçu, et d'autres vous disent, oui, ils nous ont donné un peu d'argent, mais ils n'ont pas tout donné, c'est-à-dire ils n'ont pas soldé le montant. Mais non, mais monsieur Perrin, solder le montant, ça ne veut rien dire. La première des choses, c'est de savoir que représente l'assiette de l'indemnisation. C'est d'abord ça. Il ne s'agit pas de donner un peu ceci ou un peu. Non, il s'agit de déterminer l'assiette de l'indemnisation et de combien. Chaque partie a accepté combien. Parce qu'on ne peut pas généraliser l'assiette de l'indemnisation. Les biens n'ont pas la même valeur. D'accord? Donc c'est cela. À partir du moment où on ne sait pas ce qui se passe, et d'ailleurs, c'est dans les habitudes de ce régime-là, en réalité, de ne jamais indemniser. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'il commence d'abord par casser et ensuite on parle d'indemnisation. Ce n'est plus faisable. Quand vous avez cassé, M. Perrin, quand vous avez cassé un bien de Trouy, vous avez détruit la propriété de Trouy et vous êtes poursuivable. Parce qu'avant de casser, il faut d'abord indemniser. C'est l'indemnisation qui a été offerte, acceptée par la partie, qui fait en sorte que l'expropriation soit légale. Mais si vous commencez par casser et ensuite vous proposez l'indemnisation, non. Ce n'est plus de l'indemnisation, ce n'est plus de l'expropriation. Vous cassez un bien privé d'autrui, et donc la propriété d'autrui, qui est pourtant sacrée. Et aujourd'hui, donc vous voyez que nos populations n'ont plus rien de sacré. Leur vie n'est pas sacrée. Leur droit de propriété n'est pas sacré. Donc, vous comprenez, M. Perrin, voilà pourquoi... En sorte, aucun Congolais n'est à l'abri voilà, voilà, des crimes de Sassou Nguesso, j'allais dire. Personne ne sait sur à quel sens se vouer. Maître Amédée Donga, on va peut-être passer à l'autre volet, puisque nous parlons ici de la vie qui est sacrée et la propriété privée aussi est sacrée. Mais nous avons tous suivi ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est en cours, hein, c'est l'opération Zéro Kuluna. Vous disiez que vous étiez en train d'interpeller
peut-être pas interpeller, vous proposez donc aux familles victimes de vous contacter, de vous transmettre les dossiers et quitte à amorcer une procédure judiciaire. À quel niveau en êtes-vous aujourd'hui? Monsieur Perrin, cette affaire de Koulouna, nous sommes intervenus, je crois, on a fait deux communications à ce sujet. J'ai dit ceci, Monsieur Perrin, que ce que faisait, et d'ailleurs, avant d'arriver à cela, Monsieur Perrin, permettez-moi de faire une légère historique, un léger, comment je peux appeler ça, comment ça a commencé cette affaire-là, Monsieur Perrin? Excusez-moi. Vous savez que tout part en fait de l'affaire de Ntoumi. Rappelez-vous. J'avais indiqué que Ntoumi était sujet à un mandat d'arrêt. Et que, en fait, le pouvoir se disait, c'est à partir de ce mandat d'arrêt qu'ils vont rentrer dans le pool pour aller assassiner les gens. Et lorsque cette information est sortie, ils n'avaient plus les moyens de faire quoi que ce soit. Et voilà qu'est arrivée l'affaire des Koulouna. Monsieur Perrin, l'affaire des Koulouna, pensez-vous que ça n'a commencé qu'à la période où ils ont commencé à tuer les gens? Ça dure depuis plus longtemps que ça. Donc, l'affaire de Koulouna constitue, ce ne sont que des assassinats purs et simples. Des assassinats purs et simples. Et donc, la seule chose à faire pour les parents, c'est de constituer les dossiers, et comme j'avais dit, et ensuite de saisir les juridictions congolaises. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous êtes victime d'un meurtre, la première des choses qu'il faut faire, c'est de saisir les autorités judiciaires pour le faire remarquer. Maintenant, si vous voulez sortir de vos juridictions nationales, d'accord, il faut faire la démonstration que les juridictions nationales n'ont pas pu juger ces affaires-là afin éventuellement d'externaliser les crimes qui ont été commis en fonction de leur qualification. D'accord? Donc, là, je ne vois pas, si les parents, si les victimes n'ont pas déposé de plainte, n'ont pas constitué leur dossier, mais comment voulez-vous que Maître Ganga puisse faire quoi que ce soit? Moi, j'ai été contacté, par exemple, par des syndicats qui m'ont écrit par des personnes interposées. Je leur ai donné des conseils. J'ai envoyé, je leur ai dit ce qu'il fallait faire comme procédure. Ils étaient même venus à dire il y avait le génocide contre les retraités. Je leur ai dit non, le terme n'est pas adapté à ce qui vous arrive. Hein, mais il s'agit là, vraisemblablement, bien sûr, hein, du fait que le fait que ne soient pas versées vos pensions constitue une obligation que l'État ne respecte pas. Il s'agit de supporter et il faut simplement déposer plainte déposer des requêtes plutôt contre l'État devant le tribunal administratif pour au moins éventuellement avoir la preuve d'un titre exécutoire qui vous permettra un jour de se faire payer. Donc c'est cela que les gens ne comprennent pas, mais je sais que c'est difficile. Maître, au niveau des crimes contre l'humanité, donc l'opération menée par la DGSP, vous disiez qu'il faut, disons, engager une procédure au Congo, c'est ça, ou à la CPI? À partir du moment, parce que, attends, hein, nous sommes là dans les qualifications juridiques. Donc, on ne dit pas les choses comme ça, parce que crime contre l'humanité, donc crime de guerre, donc crime de... Non. Lorsque l'armée commet des crimes comme ça, c'est des crimes qui sont commis sur des compatriotes, sur des Congolais. L'auteur des crimes, ceux qui ont commis ces crimes-là, doivent comparaître d'abord devant les juridictions congolaises. Il faut d'abord déposer plainte entre les mains des juridictions congolaises. Parce que rien ne vous dit que la qualification, par exemple, de crime contre l'humanité sera retenue par la CPI. Or, généralement, la CPI, lorsqu'il constate, parce que généralement c'est cela, lorsqu'il constate dans un pays où il y a par exemple des conflits, le cas d'Israël, vous avez vu, il y a un État qui a déposé plainte contre l'Afrique du Sud, et contre plutôt l'État d'Israël, et c'est l'Afrique du Sud qui l'a fait. Et un mandat d'arrêt a été décerné contre le Premier ministre que vous connaissez, israélien. Donc, au Congo, par exemple, moi je vais vous dire, le génocide du Poul, par exemple,
il y a véritablement eu un génocide. Mais qui a bloqué ce génocide-là? Qui a bloqué la procédure? Mais c'est la France qui a, avec son veto, qui a bloqué cette procédure. Sinon, le crime contre l'humanité et le crime du génocide étaient là. Donc, il y a des rapports qu'il faut bien comprendre et que l'assassinat d'un individu ou de quelques individus par-ci, par-là, ça ne fait pas le crime contre l'humanité. Ça fait des assassinats, des meurtres. D'accord? Et donc, les populations, les parents ou les parents qui sont victimes de ces crimes-là ont le droit de déposer plainte. Oui, mais pardon, maître, est-ce qu'à partir des rapports rédigés par les ONG, on ne peut pas se constituer? Non, à partir de rapports rédigés par les ONG, ce qui se passe, c'est que ces rapports-là font office d'information. D'information qu'on peut donner, donc on peut envoyer aux Nations Unies. Si les Nations Unies veulent bien enquêter là-dessus, il envoie à la CPI, effectivement. Et la CPI met en place sa procédure. Mais ce n'est pas des plaintes, ça, ce n'est pas des plaintes, c'est des informations qu'on donne pour que les Nations Unies, et éventuellement les Nations Unies, ensuite donc la CPI, puissent enquêter sur ce qui se passe, comme ce qui se passe à l'est de la RDC. Oui, à l'est de la RDC, mais aussi dans le pool, et ça, certainement, beaucoup ne le savent pas. À l'instant où nous sommes en train de réaliser cette émission, Mindouli est assiégé par la DGSP et on ne le dit pas ouvertement. Curieusement, il n'y a aucune information officielle. Et il y a aussi Mayama et Missafu, les gens presque arrêté de vivre parce que beaucoup ont quitté ces villages et se sont retrouvés à Louoji. Et on parle d'ailleurs des enfants plus d'une centaine d'enfants, des élèves qui sont manquants dans des écoles de ces villages. Et donc, là-bas, il n'y a plus la vie. Voilà, la DGSP a assiégé ces zones et, en fait, empêche les populations de vivre. On y reviendra un autre jour sur, évidemment, ce volet. Nous attendons quelques informations par nos correspondants qui mènent ces enquêtes. Alors, Maître Amédée Ganga, puisque nous parlons tout à l'heure des procès ou des procédures voilà, contre les crimes contre l'humanité, vous avez dit, il faut d'abord constater voilà, les faits, les requalifier, certainement, mais tout le monde avait déjà les yeux tournés vers la CPI dès lors qu'on a commencé à fusiller les jeunes dans la rue. Et tout ce que nous avons vu, les maisons brûlées, voilà, les corps profanés, parfois portés disparus, tout le monde avait les yeux tournés vers la CPI. Est-ce qu'il y a une possibilité d'engager une telle procédure? Monsieur Perrin, et comment ça se passerait si possible? Comme je l'ai dit tout à l'heure, que ces actes-là, vous pensez qu'au Congo, pour voir les actes qui ont été commis, il a fallu simplement Monsieur Perrin, Maître Ganga par exemple, il y a des ambassadeurs, il y a des autorités, il y a des ambassadeurs au Congo qui ont vu tout ça et qui font des rapports. Et ces rapports-là sont destinés aux Nations Unies, ils peuvent partir aux Nations Unies. Et les Nations Unies informent, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, informent la CPI. Et si le procureur de la CPI pense que les actes qui sont commis relèvent de sa compétence, ils vont envoyer des enquêteurs. On n'a même pas besoin que Maître Ganga se lève pour dire « bon, je vais à la CPI ». On n'a même pas besoin de ça. Okay? Voyez bien, par exemple, quand c'est passé dans l'affaire de la Côte d'Ivoire. Gbagbo est tombé, on l'a pris, on l'a mené à la CPI. Voilà. Donc, pour ce qui est de ces crimes-là, dites-vous que la communauté internationale est au courant. Donc, oui, mais qu'est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous pouvez faire, les avocats congolais, bien sûr, vous? Tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on peut faire, si ça doit se faire, c'est simplement donner une note d'information à la CPI. Voilà, c'est tout. Donner une note d'information, mais je vous dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ces informations-là, nous ne serons pas les seuls à les avoir transmises. Hein. Merci, Maître Amédée Ganga. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, je vais vous faire réagir sur un article. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire l'article de Serge Armand Zanzal, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui circule encore, je crois, sur la toile, intitulé « La CPI en solde privé
quand les dossiers voyagent plus que les victimes. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de cet article. En fait, c'est un article qui revient sur les disparus de Beach, de Brazzaville, un procès bien connu de tous les Congolais qui avait commencé d'ailleurs au Congo. Tout le monde avait vu comment ce procès a été boycotté. On a condamné l'État sans les coupables. Procès relancé donc à Paris. La France, la justice, il faut le dire comme ça, française, jouit donc de la compétence universelle. Et très curieusement, dans cet article, il est cité des avocats. Bon, on parle des avocats qui se seraient donc saisis de ces dossiers de crimes contre l'humanité, mais le nom qui est expressément cité, c'est le vôtre, Maître Ganga. C'est-à-dire que vous auriez troqué, si permettez-moi le terme, marchander ces dossiers avec les pétrodollars de Mpila. Monsieur Perrin, avant que je ne réponde à cela, permettez-moi de rendre toute ma reconnaissance, parce que j'ai eu des coups de fil de partout. Et je puis vous dire que l'empathie dont ils ont fait montre à mon égard m'a convaincu de ce que finalement, M. Perrin, les communications que nous faisons, finalement, sont convaincantes. Et les gens sont d'accord donc avec ce que je dis. M. Perrin, le chiffon est écrit par, je ne sais pas, ce Nzanzala, je ne le connais pas. Je sais une chose, c'est qu'il a fait preuve d'une idiotie, mais immémorable. Pardon de vous arrêter comme ça, Maître Serge Armand Zanzal. En fait, lorsque j'ai lu l'article jusqu'à la fin, après, vers la conclusion, il passe au conditionnel, il pose la condition si c'est vrai. Bon, après, on comprend que ce sont là des tournures, comme qui dirait ce que j'allais dire. Déjà, même l'idée, simplement l'idée de pouvoir écrire et de jeter, j'allais dire comme ça, quelques suspicions, déjà fait la preuve que ce monsieur est un idiot à mon égard. Parce que je vais vous dire. En fait, il rapporte, je vais préciser, il rapporte ici une information donnée selon l'article, bien entendu, que j'ai lu, par une Canadienne d'origine congolaise. Bon, le nom n'est pas cité, donc on ne sait pas de quelle Canadienne s'agit-il. Bon, là aussi, peut-être que c'est à Serge de nous le dire. Je comprends que vous puissiez faire la défense de votre collègue, mais ce que j'ai dit... c'est la corporation, cela arrive. Je vais vous dire une chose, M. Perrin, qui est très simple. Vous savez, à la fin, comment il s'est intitulé? Il a dit qu'il est chercheur. Je ne connais pas des gens qui portent le titre de chercheur sans être liés à un laboratoire ni à un centre de recherche. Déjà, ce qui montre bien que ce monsieur, à mes yeux, ne vaut rien. Et c'est dommage. Non, il faut peut-être attaquer l'article et non la personne. Non, mais je suis en train... Non, mais pour vous dire, si c'était un chercheur, M. Perrin, qu'est-ce qu'il aurait fait? Parce qu'il parle d'une Canadienne, je ne sais pas qui c'est, mais peut-être que lui... Donc, il fait des recherches dans la bouche d'une Canadienne, dont il ne donne même pas le nom. Mais je peux vous dire qui c'est. Je connais cette petite-là. À la limite, elle, ça ne me pose aucun problème. Elle dit ce qu'elle veut. Bon, mais dès lors que son nom n'est pas cité dans l'article, son nom n'est pas cité. Réservé, son nom n'est pas cité. Donc, lui, pour un chercheur, soi-disant, il va chercher sa source dans la bouche d'une Canadienne. Et moi, Nganga, Maître Nganga, Monsieur Perrin, c'est pas avec vous que j'ai toujours dit, je ne dois rien à Sassou et que Sassou me doit tout. Donc, cette humanoïde dégénérée de Sassou peut moi me corrompre. Alors que j'ai été au Congo, où ils n'ont pas réussi à me corrompre. Enfin, quand même. Et par ailleurs, M. Perrin, pour vous dire, pour revenir à cet article, mais moi, je ne suis pas dans l'affaire du beach. Et c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous vous êtes constitué? Je ne suis pas, j'ai jamais été dans ce dossier-là. Et ce dossier-là ne relève pas de la CPI parce que les crimes qui ont été commis l'ont été avant l'instauration de la CPI. Donc, ça relève de la compétence universelle, M. Perrin. Et la compétence universelle, c'est Paris, c'est la Cour de cassation qui a rendu il n'y a pas longtemps un arrêt où il a dit il faut continuer l'instruction de ce dossier-là. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, il va raconter, il va écrire des niaiseries comme ça sur ma personne, au lieu même de se poser la question, mais tiens,
Est-ce qu'au moins, ne serait-ce que ça, est-ce que Maître Ganga était dans l'affaire du beach? Bon, maintenant, si vous voulez venir sur les autres affaires, M. Perrin, regardez un peu. Est-ce que je suis le procureur général près la cour de la CPI? Parce que si on dit, j'ai pris les dossiers et je suis parti, soi-disant, hein, les négocier, marchander avec le pouvoir. Mais ça veut dire qu'il faut que je sois le procureur pour empêcher donc ces dossiers-là. Or, si vous suivez bien, M. Perrin, si moi je suis parti négocier ces dossiers-là, mais il y a des gens qui sont partis à la CPI pour aller déposer des plaintes. Donc dites-moi, l'idiot c'est qui? Donc c'est le pouvoir qui va donner de l'argent d'un dossier dont ils savent que malgré tout ça va aller à la CPI, ou bien c'est celui qui a écrit, qui ne connaît rien. Parce que pour dire que j'ai marre, parce que pour marchander le dossier, ça veut dire que ce dossier ne passera plus jamais à la CPI. Or, il y a des gens qui sont partis déposer à la CPI. Donc, quelle est la logique dans ce qui est dit? Y a-t-il une logique là-dedans? Mais moi, je dis encore, M. Perrin, Sassou n'a peur que de moi. Et je ne dois rien à Sassou. Donc, ceux qui ont écrit, ceux qui parlent, ceux qui ont instrumentalisé, qui que ce soit d'ailleurs, pour que telle personne, telle femme vienne parler à Maître Ganga, c'est simplement ceci. Lorsque j'ai dit, je ne dois rien à Sassou, mais Sassou me doit tout. Donc, moi, fils de Ganga Amédée, Nyalundama Feu Hélène, j'ai été élevé dans la rigueur. Et les miens ont trop souffert. Il y a eu trop de morts. Pour qu'on veuille un tant soit peu vouloir dire que je vais aller me faire de l'argent sur les morts. Monsieur Perrin, est-ce que vous vous rendez compte la gravité de ce qui est dit? La gravité de ce qui est dit. Et ce n'est pas le conditionnel qui change tout. Moi, Maître Ganga, monsieur Perrin, au prix de ma vie, j'ai défendu le colonel Nsourou. Il est de ma tribu. Pensez-vous qu'ils n'ont pas tenté de me corrompre? Si je n'ai pas accepté ça, et au prix de ma vie, je dis au prix de ma vie, je suis prêt à refaire cela. Et moi, on va me corrompre. Ou je vais aller chercher à me faire corrompre. Mais je ne suis pas ce type de zanzalan là. Si eux se font corrompre facilement, mais pas Maître Ganga. Je suis Maître Ganga, attention. Je répète, je suis Maître Ganga. Donc ceux qui m'ont connu au Congo savent quelle est mon éthique. Ce n'est pas n'importe qui. Et ce n'est pas Sassou. Sassou n'est pas de mon niveau. Mais vous vous rendez compte. Un minable criminel que j'ai terrassé dans son système au Congo va venir corrompre Maître Ganga. Mais vous ne connaissez pas le prestige que je porte avec moi. Mais ça ne va pas, Monsieur Perrin. Que ceux qui sont habités par la haine de Maître Ganga, je ne leur demanderai jamais de m'aimer. Je ne veux pas qu'on m'aime. Je n'ai jamais demandé qu'on m'aime. Mais je suis un partisan de la liberté et de la vérité. Je suis celui qui a mis en place la révolution par le droit. Et comme j'ai dit, M. Perrin, Sassou doit répondre de ses crimes. Si l'enquête ou les enquêtes sur lui devront nous prendre 3 ans, eh bien ça prendra 3 ans. Parce que toutes les victimes, tous les crimes doivent être élucidés. Tel est mon vœu. Et c'est ça le vœu de quelqu'un qui est corrompu. Et si le procès contre Sassou devra durer 3 ans, eh bien ça devra durer 3 ans. Parce que toutes les victimes, nous devrons tous voir comment ce monsieur tremble à la barre. Et que toutes les victimes devront être indemnisées. Monsieur Perrin, j'ai dit encore, si monsieur Sassou, si ceux qui pensent que Sassou n'est pas criminel, je dis encore, ceux qui ne sont pas d'accord que Sassou réponde de ses crimes, qu'ils viennent le dire. Et j'ai déjà dit qu'au Congo, personne n'a le niveau de m'affronter sur la criminalité de Sassou. Je le redis encore. Merci, enfin, Maître Amédée Ganga. J'espère que le temps est arrivé à la fin. Voilà, nous sommes à la fin de l'heure, malheureusement. Et bon,
Probablement que Serge Armand Zonzal a été très mal informé. Après, il aura bien sûr hein, l'occasion peut-être de s'exprimer sur la question. Pourquoi pas? Il pourrait donc soit vous contacter. Je sais qu'il va suivre cette émission, ou peut-être, bon, le plateau, il est libre. Hein, le plateau de R7 est libre, donc il peut aussi passer pour s'expliquer. S'il veut m'affronter, qu'il S'il le vienne. veut bien, s'il le veut. C'est pas une obligation. S'il le veut, en tout cas, il sera le bienvenu sur notre plateau pour probablement donner sa version de fait. Maître Amédée Ganga, je vais vous laisser le temps qu'il nous reste, hein, quelques secondes, bien entendu, pour conclure. Monsieur Perrin, vous voyez comment le peuple est en train de souffrir. J'ai vu une jeune dame parler de la cuvette. Elle est claire de peau. Elle parlait enfin, à la population du Nord. Je ne sais pas s'il est originaire de là-bas. J'ai apprécié, mais simplement, je veux lui dire ceci. Moi, j'avais déjà dit, et je le dis tout le temps, et je pense qu'elle sera d'accord avec moi, lorsque j'avais dit la souris du Nord et la souris du Sud, les deux sont mangés par le même chat. Soyons simplement unis et ça partira. Vous savez, M. Perrin, je veux parler encore de l'allégorie de Hegel dans sa dialectique entre le maître et l'esclave, M. Perrin. Il y a l'esclave des champs et il y a l'esclave de maison. Que l'esclave de maison, donc l'armée, ils sont capables de régler cette situation pour sauver les esclaves de champs. Parce que qu'on le veut, non, M. Perrin, 6 sur 10 des militaires qui sont là, je suis convaincu qu'ils ont des parents qui sont en train de souffrir, qu'on a expropriés. Je suis convaincu. Et parce qu'ils se retrouvent auprès du chef, ils oublient la souffrance de leurs parents. Non, M. Perrin. Non, M. Perrin. Peuple congolais, je ne peux que vous demander d'être unis. Si nous sommes unis, eh bien, l'arrestation de Sassou se fera. Et je pense que vous serez fiers un jour de porter le nom de Congolais. Parce qu'en réalité, sur ce territoire, il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud. Il y a des Noirs qui ont eu leur indépendance sur un territoire qui est riche, mais dont on nous prive de bénéficier de toutes ces richesses. Et si vous pensez un seul instant que nous sommes simplement des Noirs sur ce territoire, et rappelez-vous que j'avais dit, l'or noir est beaucoup plus important que la race noire. Que la race noire. Voilà, M. Perrin, excusez-moi de ce petit temps, mais ça a été un plaisir d'être avec vous. J'espère que le peuple congolais a compris que Maître Ganga est celui sur lequel tout le monde peut compter, parce que lorsqu'on a un ballon d'or, M. Perrin, on ne se débarrasse pas de ce ballon d'or. Il faut jouer. Dans l'équipe, quand vous avez un ballon d'or, eh bien, on est content d'avoir le ballon d'or qui joue avec vous. Rappelez-vous, M. Perrin. Oui. Rappelez-vous très rapidement. Je vous en prie. Vous savez qu'il y a eu un match au Congo où les professionnels étaient descendus pour jouer, mais on ne les avait pas fait jouer contre Kinshasa. Ça vous revient? Rappelez-le. Non? Il y a eu un match où on a été battu 5-1 ou 5-2. Kinshasa nous avait battus. Les professionnels étaient venus, mais on n'avait pas voulu faire jouer les professionnels. Ce que je veux dire, lorsqu'on a un ballon d'or, lorsqu'on a un Maître Ganga dans la communauté, faisons en sorte d'être ensemble pour que nous puissions faire déchoir M. Sassou. Parce que je le connais. Voilà, peuple congolais. Je ne dois rien à Sassou, mais Sassou me doit tout. Merci, Maître Amédée Ganga. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, président de l'Association congolaise de refus de crimes et des injustices au Congo-Brazzaville. Pour terminer, je rappelle donc cette information que j'étais en train de donner. Nous attendons encore le plus ample détail sur cette information. Les villages de Mindouli, Mayama et Missafu sont assiégés par la DGSP. Et donc, on ne comprend pas pour quelle raison et pourquoi est-ce que c'est la DGSP qui fait désormais la loi au Congo. Dans ces villages, il n'y a plus la vie. Les gens sont en train de quitter les villages. Et d'ailleurs, on nous signale au niveau de Mayama, sur une dizaine de villages qui existaient avant, il n'en reste que 4.
On ne comprend pas exactement ce qui est en train de se passer. Et dans une école primaire à Mindouli, il y a plus d'une centaine d'enfants manquants. Ces enfants se retrouveraient à Louoji. Et on se pose donc la question, pourquoi, comment et qu'est-ce qui se passe? Nous y reviendrons dans les jours à venir. Merci, Maître Amédée Ganga, d'avoir été avec nous et surtout Merci d'avoir beaucoup. répondu à toutes nos questions sur Dombage. Merci beaucoup, M. Perrin. Merci. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Les petits gestes très importants pour nous. Aidez-nous donc, comme je l'ai toujours dit, à parfaire notre référencement sur les plateformes que nous utilisons pour communiquer avec vous. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez et dites-nous en commentaire vos opinions. Cela compte pour nous. Sur CE, c'est la fin et on se retrouve très prochainement. Merci. Merci.